Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. John Bew, professeur d'histoire et de politique étrangère, King's College, Londres. La conférence s'intitule « La stratégie britannique dans un monde en mutation, passé, présent et futur ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un honneur d'être ici à la Sorbonne ce soir. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi, je vais m'exprimer en anglais ce soir. Pardonnez-moi encore plus parce que je vais parler en anglais avec un accent irlandais. Donc, j'espère ne va pas parler trop rapidement, mais je suis nord-irlandais jusqu'au bout des ongles. Je suis né à Belfast, même si j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Angleterre, donc il en reste certains résidus et peut-être les interprètes vont tiquer en entendant certains accents. Comme l'a dit Louis, je suis universitaire, tout d'abord formé historien de formation, parfois selon mes propres souhaits. Je me suis retrouvé au service du gouvernement il y a 5 ans et je suis honoré de m'exprimer dans un cercle universitaire aussi distingué. Je souhaite m'exprimer en tant qu'historien et universitaire impliqué dans la politique étrangère plutôt qu'en tant que dirigeant politique. Et ce soir, je souhaitais faire quelque chose, vous offrir une vue assez large de la grande stratégie britannique et de la sécurité nationale britannique. Je vais essayer de couvrir le plus de siècles possible en l'espace d'un petit peu moins d'une heure et de préférence en à peu près 45 minutes. Donc, désolé pour la brièveté et la simplicité avec laquelle je vais aborder certaines périodes de l'histoire. Certaines périodes de l'histoire, bien sûr, comprennent des relations franco-anglaises heureuses et certaines sont marquées par des relations franco-anglaises moins heureuses. Et je vais amener cette histoire jusqu'à la période actuelle avec des journalistes et des personnes qui sont tout à fait aux prises avec des questions de sûreté nationale qui nous occupent actuellement. Et je vais commencer par l'histoire. Je vais vraiment approfondir l'histoire parce que l'histoire est vraiment l'argument principal. L'histoire, la connaissance historique, la sensibilité historique, le type de raisonnement qui vient de la connaissance, de la compréhension de l'histoire, tout cela est absolument vital pour nous aider à nous y retrouver dans ce qui est un environnement de sûreté nationale et de sécurité internationale, de politique étrangère absolument difficile. Donc l'histoire doit prévaloir sur tout. Il y aura 3 parties dans ma communication ce soir. Avec grande brièveté, rythme et brio, je vais vous exposer les fondations de la grande stratégie britannique. Puis je vais parler de certaines des grandes traditions et dilemmes de la politique étrangère britannique qui se sont fait jour pendant l'histoire. Et je connais bien ce qu'a dit Kissinger et aussi Montesquieu, que les nations ont des caractères et que ces caractères sont partagés par les circonstances historiques. C'est important pour aujourd'hui. Et dans la fin de mes remarques, je vais arriver à l'époque contemporaine pour parler de la façon dont le Royaume-Uni pense sa grande stratégie aujourd'hui, mais j'y viendrai tout à l'heure. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la grande stratégie, ce terme que j'utilise? La grande stratégie, pour moi, c'est simplement, et il y a beaucoup de débats là-dessus, parmi les universitaires, c'est plutôt une situation d'ensemble, une réflexion de long terme. Ça n'est pas une approche managériale de la sûreté, et il y a des moments de grande stratégie dans l'histoire où il faut réfléchir tout d'abord à ces hypothèses de premier ordre, à la situation d'ensemble et à la sécurité. Et donc, le but de la grande stratégie est d'assurer la sécurité, la paix et la prospérité d'une nation à long terme ou d'un groupe de nations. Et cela mobilise les discussions intellectuelles entre soft power et hard power et aussi entre les ressources matérielles et spirituelles des nations ou d'un ensemble de différentes nations. Et de façon fondamentale, je vous ai révélé mes cartes. Là, on y insiste sur le rôle de l'histoire et de l'histoire appliquée, comment appliquer les connaissances historiques. Et je vais mettre cela en nuance en citant Régis Debray, le grand conseiller historien.
La grande stratégie, telle que nous voyons cela, c'est un terme en anglais qui a été utilisé pour la première fois à la fin du 19e siècle, mais qui s'est cristallisé dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, grâce au penseur écrivain Basil Liddell-Hard. Et pour lui, la grande stratégie, c'est la stratégie supérieure. Là, on va au-delà de la stratégie militaire pour approfondir dans la planification, la mobilisation et la quête de ressources et la préparation à la guerre dans les années 30. Ensuite, il a dit que la grande stratégie devrait à la fois calculer et développer les ressources économiques et la main-d'œuvre des nations, et donc les ressources matérielles, mais aussi les ressources morales d'une nation, d'un groupe de nations, pour promouvoir l'esprit volontaire du peuple, qui est souvent plus important que de posséder les formes plus concrètes de puissance. Dans les années 30, l'expérience britannique des guerres mondiales n'était pas agréable. Ceux qui revenaient de la guerre de 18 avaient l'impression qu'on avait rompu les promesses et le fait de s'être battu pour une certaine forme d'empire ou d'élite corrompue, tout cela n'était pas populaire, et la plupart de l'État moderne britannique est né des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, comme la sécurité sociale britannique, le NHS. Et donc, il faut se tourner vers la paix qui vient après la guerre, et ce qui ressort dans ce contexte, surtout avec les planificateurs des affaires étrangères, avec les autres planificateurs alliés, c'est l'idée d'une grande stratégie de la paix qui est conçue principalement pour tirer les enseignements des échecs des 50 années précédentes, et cela émerge après 1945. Une grande stratégie de la paix qui se retrouve dans les Nations Unies, qui est une grande puissance pour la paix, et une grande stratégie de paix qui se retrouve dans la construction de la sécurité collective, parce que c'est cet échec de la sécurité collective des années 20 et des années 30 qui a entraîné, dans l'esprit des stratèges britanniques, qui a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Une autre définition de la grande stratégie, et là en partie cela remonte à il y a 10 ans, une publication du livre de Kissinger sur l'ordre mondial en 2014, qui parle d'une crise de l'ordre international, et où les pierres angulaires, la balance, l'équilibre des pouvoirs a été perturbé par les modifications de tout cela, et il y a eu un regain d'intérêt pour la grande stratégie, où l'on s'est écarté de l'antiterrorisme dans notre appareil sécuritaire, et on parlait plus de la gestion des risques et une reconnaissance que la dynamique, la politique des grandes puissances, tout cela revenait en jeu de façon fondamentale. Et le meilleur livre sur la grande stratégie, c'est ce qui a été écrit par Hal Browns, un Américain, qui demande à quoi sert la grande stratégie. Et là c'est utilisé le plus souvent de façon légère, sans trop appuyer. Souvent, on voit la grande stratégie comme un alignement particulier entre les fins, les moyens, les ressources sont égales aux moyens, sont égales au but. Mais là, c'est une architecture intellectuelle, et les grands moments stratégiques viennent lorsque les hypothèses fondamentales à partir desquelles fonctionnent les dirigeants ou les États sont secoués par une guerre ou un événement, et il y a un grand moment de stratégie, et donc il faut une grande réflexion stratégique. Et la façon dont Browns définit la réflexion stratégique, c'est le besoin d'un ensemble d'idées délibérées et cohérentes quant à ce qu'une nation cherche à accomplir dans le monde. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il faut l'exprimer. Alors, tout d'abord, ça n'est pas un appel à une Grande-Bretagne mondiale ou l'importance de la Grande-Bretagne. Je vais faire preuve d'humilité devant vous ce soir, dans l'esprit de la relation franco-britannique. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi l'histoire, le récit de la grande stratégie britannique a son importance. Eh bien, tout d'abord parce que l'ampleur de l'influence britannique dans le monde de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle était significative du point de vue physique, du fait de l'expansion de l'Empire britannique, mais aussi du fait du délitement et de l'effondrement de cet empire dans plein d'endroits du monde. Et on voit des endroits à problème où probablement les Français et les Britanniques, de façon unique, ont laissé des endroits à problème dans le monde. Et cela fait partie maintenant des enjeux sécuritaires mondiaux. La grande stratégie britannique est vitale pour comprendre la sûreté, les concepts de sûreté européenne comme la sécurité collective et l'équilibre des pouvoirs. C'est aussi vital parce que ça a été compris et partagé par la concurrence avec d'autres grandes stratégies, tout d'abord de Napoléon, puis de Guillaume II.
Et je vais vous parler de cette concurrence et elle a eu des implications mondiales et parfois un héritage difficile. La deuxième raison pour laquelle cette histoire de la grande stratégie a son importance, c'est parce qu'il y a un rôle essentiel sur l'éveil de l'Amérique au XXe siècle pour se forger une conscience de superpuissance. Les premières idées et précédents utilisés par les stratèges américains viennent de l'exemple britannique. Et de là, il y a une grande mise en garde. La superpuissance américaine du XXe siècle a été construite en toute connaissance de cause comme étant un modèle impérialiste anti-britannique. Ils se sont définis comme n'étant pas l'Empire britannique après l'indépendance américaine. Et pourtant, ils ont adopté pas mal d'habitudes britanniques, la projection de la force, l'ampleur commerciale. Et si vous lisez Kissinger ou George Kennan ou les mémoires de JFK ou de Roosevelt ou de Nixon, vous verrez que l'exemple britannique et les précédents britanniques ont affecté l'esprit stratégique des Américains pour le meilleur ou pour le pire. Et donc là, d'un côté, vous avez Oncle Sam, la figure bien connue de la puissance américaine, et l'autre, c'est John Bull, qui était la figure dans les dessins utilisés pour représenter la Grande-Bretagne, le roast beef un petit peu, qui boit de la bière, qui était assez giron et qui aimait bien s'affirmer. Et ça, c'était l'image des Britanniques au 19e et 20e siècle. Et c'est fascinant du point de vue de la grande stratégie, ces images, parce que cela commence par une concurrence, une rivalité, une suspicion, mais cela se termine par une proximité improbable et pas tout à fait entièrement prévisible avec ces rapprochements dans les années 40 et 41. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à 1485, mais je vais vous montrer 3 ou 4 piliers historiques permettant de comprendre cette histoire stratégique britannique et l'importance de la Grande-Bretagne. Pour les 2 premiers siècles, c'est une histoire qui s'est projetée contre la peur et l'admiration et les soupçons à l'encontre de la puissance française en Europe. Tout d'abord les Espagnols, puis les Français. Et là, il y a un ouvrage de David Scott qui se penche sur l'émergence de la politique étrangère et de la projection britannique. Et dans ce livre, il dit qu'à l'instar de la projection de puissance américaine au 19e et 20e siècle, il y a une certaine schizophrénie dans les actions britanniques à l'étranger. D'un côté, il y a une peur de l'implication et d'être emmêlé dans les affaires de l'Europe tyrannique et catholique, dans l'esprit des Britanniques protestants, mais d'un autre côté, il y a un désir d'acquérir des propriétés, du commerce, d'affirmer sa puissance maritime, et c'est ce qui l'a fait entrer dans le monde. Et il y a une autre schizophrénie, la peur de ce que l'on peut appeler les impulsions négatives, une peur des étrangers, de l'avarice, la cupidité, une certaine xénophobie. Et puis, il y a aussi des caractéristiques plus positives qui l'accompagnent. Une sphère publique très vivante, une forte tradition des journaux et de la remise en cause du gouvernement et de ce que l'on appelle une tendance à la panique morale concernant les affaires internationales, la destinée de telle ou telle minorité qui force la Grande-Bretagne à intervenir. Donc, une certaine schizophrénie que l'on retrouve bien dans cet ouvrage. Alors, pour avancer à grande vitesse dans cette période, je vais parler d'un autre grand ouvrage de mon ancien directeur de thèse, Brendan Sims, à Cambridge, qui parle de l'essor et de la décadence du premier empire britannique. Dans cette diplomatie, le processus de la formation de l'État britannique est difficile avec les actes d'union entre l'Angleterre et l'Écosse, puis entre l'Angleterre et l'Irlande, le deuxième étant plus difficile, mais il y a une formation d'État avec des tensions religieuses et ethniques dans les îles britanniques, mais la Grande-Bretagne, d'ici à 1715, après l'acte d'union avec l'Écosse, était une puissance européenne de rang moyen, et pendant le 19e siècle, elle a commencé à s'impliquer, pas simplement avec la création d'une stratégie des eaux bleues, selon Brendan Sims, mais là, vous voyez pourquoi c'est un livre très intéressant dans la période jusqu'au référendum sur le Brexit en 2016, avec une politique européenne continentale plutôt active.
Et tout cela a été formé par une collection royale avec la maison de Hanovre en Allemagne, ce qui donnait un point d'atterrissage dans les affaires européennes. Et donc, ces questions de puissance maritime se retrouvent partout. Et puis, il y a aussi la professionnalisation de la politique étrangère britannique qui vient après la chute du premier empire britannique, après la perte de l'Amérique, qui a été un énorme choc politique dans la politique britannique, surtout un choc parce que la plupart de ceux qui au Parlement et dans la politique britannique étaient des sympathisants des révolutionnaires américains, et donc il y a une sorte d'angoisse, de remise en question interne au Parlement. Et donc Gibbon, dans La décadence et la chute de l'Empire romain, nous dit qu'il faut se repencher sur notre empire et son rôle dans le monde. Et donc là, il y a l'introduction de l'avancement au mérite dans l'armée, la création du ministère des Affaires étrangères, le Foreign Office, dans les années 1770 et 90. Donc, alors très rapidement, là encore un autre grand enjeu de grande stratégie qui déferle sur la tête des dirigeants britanniques, qui cause beaucoup de répercussions psychologiques et structurelles en Grande-Bretagne, et c'est très difficile de traiter avec la France révolutionnaire puis napoléonienne. Alors je ne souhaite pas être réducteur ou d'essentialiser les problèmes. Le grand problème de la France révolutionnaire, c'est le concept de guerre utilisé dans la formation d'une nation plutôt que simplement des guerres utilisées entre dynasties dans l'Europe. Donc les nations s'élèvent grâce à la masse, et donc il y a des défis politiques et idéologique que n'avait pas encore connu la Grande-Bretagne. Il y a un développement de la politique. Donc, l'impôt sur le revenu, l'impôt le plus détesté, ça a été une mesure de temps de guerre pour faire face au blocus napoléonien. La politique s'est développée, a été multipliée par 6. L'armée britannique a connu sa plus grande taille dans toute l'histoire britannique à cette période, et donc l'État britannique se transforme par le défi que représente la France. Et donc là, c'est un dessin que vous pourrez peut-être reconnaître de William Pitt le jeune et Napoléon qui se divise le monde. Alors la Grande-Bretagne s'arroge la plupart du monde, et Napoléon prend la plupart de l'Europe un an plus tard. Il a fallu 6 coalitions pour mettre à mal l'Empire napoléonien, et donc ça a été une grande période de diplomatie et de lutte, et vous voyez pourquoi la France napoléonienne est un défi stratégique pour la Grande-Bretagne, parce que tous ces cauchemars se réalisent: la peur d'invasion, la peur d'être coupé du commerce, la peur du fait que la maison de Hanovre soit isolée, et la peur du fait que l'on puisse bloquer la navigation sur l'Escaut, et aussi de toutes les privations. Donc c'est un cauchemar stratégique pour la Grande-Bretagne en 1812. Et donc c'est là que commence la grande stratégie britannique à cette période. Et le concept de l'équilibre des pouvoirs, qui flottait dans la théorie et la réflexion politique à l'époque, est imbriqué dans l'État, dans les buts de l'État exprimés. Aucune puissance ne doit avoir le droit de devenir trop dominante. Les Pays-Bas doivent survivre, et leur indépendance est garantie. Il doit y avoir une libre navigation sur l'Escaut. La Grande-Bretagne doit être reconnectée au commerce, et il ne pourrait pas être attaqué par la marine française aussi en 24 ou 48 heures, par exemple stationnée à Copenhague. Et donc tout cela venait au fait aussi qu'il y avait une peur d'invasion par la marine française. Et puis le premier grand document stratégique, c'est un document rare qui est repris par Lord Castlereagh, le grand ministre des Affaires étrangères, accepté le 1er janvier 1814, amené sur le continent. C'est un document qui a eu l'aval du cabinet, qui dit que vous pouvez négocier tout ce que vous voulez en Europe, mais il faut répondre à ces principes. Pas de discussion sur les droits maritimes. Ça, c'est le domaine où la Grande-Bretagne a un avantage stratégique sur tous les autres.
Donc, si les puissances victorieuses doivent se rassembler, et ils n'en parlent pas des droits maritimes, c'est une exigence britannique, pas d'arbitrage du différend britannique avec l'Amérique. La Grande-Bretagne a peur d'un arbitrage par les autres puissances. La France doit quitter les Pays-Bas, qui doivent être solidifiés et protégés. La flotte française à Anvers doit être détruite. Les colonies peuvent être rendues à la France. Il y a beaucoup de bruit entre les producteurs et les marchands en Grande-Bretagne du fait que l'on rendrait les colonies. La France doit revenir à ses frontières de 1793, mais surtout, la France doit avoir le droit de rejoindre la communauté des nations immédiatement. Pourquoi ? Parce que la balance, l'équilibre des pouvoirs a plus d'importance en 1815 que toute autre lutte idéologique entre la Grande-Bretagne et la France. Et presque immédiatement, ça a été un moment où l'ampoule s'allume pour les stratèges. Ils ont peur que la deuxième crainte qui vient après 1945 aussi, c'est la base du fait que l'Europe occidentale est affaiblie et détruite et donc la Russie va fondre sur l'Europe et bouleverser encore cet équilibre de pouvoir. Il y a beaucoup d'hyperactions idéologiques, parfois bien bienveillantes, mais là, la Grande-Bretagne menace d'une guerre défensive contre la Russie du fait des répercussions des invasions napoléoniennes. Et puis Lord Castlereagh dit « Je ne comprends pas comment une aussi grande nation peut être gouvernée par un tel idiot à cette période-là ». Et la politique étrangère britannique après 1815 vise à essayer de former la politique européenne qu'elle souhaite mener pour continuer de travailler dans le système du Congrès pour que les Russes hyperactifs restent groupés, donc pour vraiment pour normaliser leur comportement, mais très rapidement cela devient impopulaire du fait de la panique morale dans la politique britannique. La Grande-Bretagne est vue comme étant trop proche de l'Europe, à la gauche et à la droite de l'échiquier politique, trop proche de l'Europe antidémocratique, trop prête à respecter les ordres des empereurs, etc. Et donc, le pauvre Castlereagh, d'ici à 1820, doit signer ses documents de divorce avec l'Europe, avec les State Papers de 1820. La raison est que le Congrès et la Sainte Alliance souhaitent affirmer le gouvernement monarchique plutôt que les principautés dans les États qui se battent pour leur liberté. Et politiquement, l'Angleterre ne peut pas utiliser cela, ne peut pas utiliser l'intervention collective pour réprimer les mouvements libéraux démocratiques. Et donc Castlereagh déclare cette rupture avec l'Europe en 1820. Et là, je ne sais pas si c'est un péché originel. Et donc, je vais dire rapidement ce qui s'est passé après, parce que pendant le 19e siècle, sur cette base, l'Angleterre prend ses distances par rapport à l'Europe en développant ses caricatures avec la pieuvre russe, l'Ottoman qui est jeté à terre. Alors, je vais garder les caricatures plutôt à l'Est plutôt que de parler de ce qu'il se passe à l'Ouest. Et la prise de distance avec l'Europe au 19e siècle a beaucoup de conséquences. Et puis l'expansion de l'Empire qui a lieu en même temps. En 1870, un comité parlementaire convient que la Grande-Bretagne ne doit plus élargir son empire parce que cela cause des problèmes, parce que la croissance est trop grande, il y a des difficultés économiques et militaires pour le protéger, mais l'empire continue de se développer à la suite de cela, surtout du fait de la concurrence avec d'autres puissances européennes, empires européens internationaux. Donc le grand jeu stratégique démarre à partir des années 1870. Et c'est le moment intéressant où justement l'expression grande stratégie apparaît. C'est la convergence de différentes stratégies et qui sont pertinentes aujourd'hui. D'abord l'effondrement ou le déclin à la fois de l'Empire ottoman et austro-hongrois à la faveur des ambitions d'autres empires, et notamment la France avec le canal de Suez qui avait une présence là jusqu'au 19e siècle, et ensuite la montée évidemment en force de l'Allemagne, surtout militairement, mais surtout un pays qui devient de plus en plus efficace et moderne, des rivalités impériales qui sont apparues entre les pays européens dès lors qu'ils trouvent chacun leur place au soleil, et puis surtout des rivalités internationales qui vont au-delà, l'Amérique et même le Japon plus tard. Et puis il y a un ouvrage qui dit que
l'Empire britannique a été créé dans un état de distraction étonnant. On parle des impérialistes distraits. C'est une question qui se discute, mais enfin, c'est un petit peu l'émergence de ces pouvoirs qui apparaissent en même temps, certains qui vont plus vite que d'autres, plus rapidement, de manière plus puissante, avec dans certains cas la marine, les tarifs douaniers pour l'Amérique, des pays qui sont donc plus autoritaires, plus militaristes. Tout cela, évidemment, crée cette ambiance de concurrence entre ces puissances. Et là, on arrive déjà à l'aube du XXe siècle. Vous avez cet empire énorme britannique qui atteint son apogée en 1920 et qui devient une malédiction stratégique en même temps qu'une bénédiction, parce que, bien entendu, il y a des ressources, il y a des moyens importants. Évidemment, cet empire va jouer un rôle essentiel en termes d'armée et de troupes dans les Premières et Deuxième Guerres mondiales, mais évidemment, il y a des tas de menaces géopolitiques en particulier qui s'abattent sur cet empire. C'est un désastre stratégique en même temps qu'un atout stratégique. Et au XXe siècle, là, je serai un peu plus rapide parce que, remarquez, je suis dans les délais, vous avez un autre type de politique étrangère britannique, et là, j'y reviendrai à la fin de mon intervention, mais vous avez la fin de l'isolation splendide, de l'isolement, pardon, splendide, les 14 ans qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Vous aviez de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats et qui s'apprêtent à faire face à la tempête. Alors, deux éléments essentiels, l'entente cordiale, bien sûr. Pour la première fois depuis des siècles, la France et la Grande-Bretagne décident de mettre de côté leurs inimitiés et résoudre leurs conflits, mais une entente cordiale qui n'est pas une alliance diplomatique. Enfin, c'est une alliance diplomatique, mais non pas militaire. Et puis l'alliance anglo-japonaise, c'est la première alliance entre l'Europe et l'Asie, mais là encore une alliance défensive. Donc une diplomatie britannique hyper active sur les 10 premières années du XXe siècle, et je crois que c'est l'enseignement le plus important de ce chapitre. Et puis le document de grande stratégie le plus important du XXe siècle, c'était le mémorandum de Eyre Crowe qui dit que l'entente cordiale ne suffit pas. Et c'est ce mémorandum, cette lettre qui dit que l'ennemi de l'Angleterre, c'est l'Allemagne et nous sommes sur la voie de la guerre. Enfin, c'est le sentier de la guerre. Un document qui a eu une influence énorme, même pour les étudiants de l'histoire, et même lorsque vous êtes un sous-secrétaire de quelque administration, une simple note, un petit mémorandum, un petit document peut avoir des influences considérables. Et là, on a vu qu'il y avait des différents éléments qui sont décrits dans cette note, où la grande stratégie britannique est décrite. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'en raison de la nature diffuse de la puissance britannique, et parce que cette puissance est disséminée un peu partout et que c'est une nation de commerce, il est dans l'intérêt stratégique de la Grande-Bretagne de s'harmoniser sur les intérêts de l'humanité, c'est-à-dire que c'est l'intérêt stratégique de la Grande-Bretagne de se tenir aux côtés de ceux qui souhaitent se détacher ou de se défendre contre l'autocratie ou contre les dictatures. Et c'est une version du début du XXe siècle de la théorie de la paix démocratique, pour ceux qui connaissent ce chapitre, et il est du devoir de la Grande-Bretagne de se mettre aux côtés de ceux qui menacent leur propre démocratie essentiellement, et qui remet en cause l'équilibre des forces. C'est quelque chose de très contemporain. Pour arriver maintenant après 1918, donc après la fin de la Première Guerre mondiale, mais également après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez au sein même de la politique étrangère britannique, cette grande stratégie qui a une nouvelle aspiration, c'est-à-dire que vous avez un empire disséminé, qui est affaibli, qui est menacé, et pour répondre à cette situation, créer un système ou un ordre mondial où chacun est protégé avec un grand équilibre des forces. Ça, c'est le but de la politique étrangère britannique à partir de 1918, mais bien entendu plus tard aussi. Vous avez ici l'ouvrage de H.G. Wells, qui est connu pour ses romans de science-fiction, mais quand même, c'est surtout un projet que la Grande-Bretagne arrive à vendre en quelque sorte aux Américains qui s'y adjoignent. La première occasion, c'est la Société des Nations,
où on crée la sécurité collective, l'arbitrage entre les nations, une communauté de nations qui peuvent se retrouver pour traiter des problèmes internationaux, mais il n'y a finalement que la France et la Grande-Bretagne qui auront essayé et échoué à faire fonctionner cette institution. C'est E.H. Carr, l'historien britannique, qui dit que l'Amérique avait la possibilité de mener le monde et ne s'en est pas servi. Et lorsque dans les années 20, la Société des Nations s'est effondrée, c'est-à-dire avant d'arriver à cette situation, il y avait quand même l'idéal d'un ordre entre les nations qui reste dans l'ADN de la Grande-Bretagne. Et c'est Churchill qui disait il faudra soit l'ordre mondial, soit l'anarchie. Ceci a été repris par Roosevelt plus tard. Mais ce qui s'est passé dans cet ordre international après 1945, c'est que vous avez créé cet objet que l'ordre international n'avait pas avant 1945, à savoir non seulement le système multilatéral, mais également la sécurité collective à sa base, avec la force américaine derrière. Et c'est ça la grande différence après 1945. Donc, à partir de là, la politique étrangère britannique devient relativement facile, enfin lisible, disons. Il y a en tout cas une base très claire. On s'appuie non pas sur l'isolement, mais sur l'alliance, notamment avec les États-Unis, mais avec l'Europe. Il y a l'accent qui est mis sur la planification et les mesures préventives contre les menaces, et ceci s'est retrouvé d'ailleurs par la suite. Il y a un empire qui devient le Commonwealth, toujours guidé par une idée stratégique qui devient de moins en moins stratégique. Et puis surtout, au début de la guerre froide, on revient aux anciennes idées de sphère d'influence et d'équilibre des forces. Les Américains ne se rendent pas compte, sont étonnés de voir l'attitude impérialiste britannique dans les premières années de la guerre froide, et notamment dans sa présence dans les anciennes colonies britanniques, notamment en Afrique. On sait que l'Empire britannique n'est pas viable, mais et là, je cite ce concept de Dean Acheson, qui était secrétaire d'État aux États-Unis en décembre 1962, disant que la Grande-Bretagne a perdu son empire et n'a pas trouvé son rôle. C'est une citation qui revient fréquemment depuis cette date. Et puis, de l'ère Churchill à l'ère de Blair, Churchill disait que la relation la plus étroite possible avec l'Europe était plus facile à dire qu'à faire. Et d'ailleurs, c'est un des grands débats d'historiens de savoir qu'est-ce que Churchill aurait dit dans le débat du Brexit. Certains pensent qu'il aurait été pour, d'autres pensaient qu'il aurait été contre, mais en fait, de part et d'autre, chacun est sûr de son affaire. D'ailleurs, on le saura rapidement parce que l'intelligence artificielle nous permettra de parler à Churchill à travers un hologramme en intelligence artificielle. Il nous dira le fond de l'affaire. Mais toujours est-il qu'il y avait également une relation spéciale avec les États-Unis et puis toujours ce Commonwealth qui est quand même le troisième pilier stratégique. Donc, Tony Blair dit que c'est le pont britannique, mais dans la guerre contre la terreur, il y avait des gros titres dans la presse britannique, London Bridge is falling down, le pont de Londres s'effondre, pour citer cette célèbre chanson. Maintenant, quelques minutes pour parler de la sécurité nationale britannique aujourd'hui et qui intéressera le reste de nos échanges. Vous avez ici un porte-avions britannique. Je pense que les Français en ont également dans leur flotte. Alors, dans la période post-Brexit, on sait qu'il y a encore des dilemmes à gérer. D'ailleurs, j'ai été associé à certaines des discussions autour de ces dilemmes. Est-ce que le Royaume-Uni a toujours un intérêt stratégique égoïste à mettre en place son propre type d'ordre mondial? Dans quel cas, quel serait l'ordre mondial qui arrangerait les Britanniques? Quelle sorte d'établissement diplomatique et militaire serait nécessaire pour que la Grande-Bretagne arrive à ses fins? Et puis, ceci s'est retrouvé pas simplement sur le plan de la défense, mais également, il y a eu une augmentation considérable des moyens consacrés à la défense. Est-il temps de trouver une nouvelle définition de l'intérêt national britannique depuis le Brexit? Quelles seront les implications sécuritaires de Brexit? Il y a certaines attentes. On pense que la Grande-Bretagne devra être plus active sur certains marchés, notamment dans la région Indo-Pacifique, mais c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Et quid de la période de 20 ans pendant laquelle les interventions
humanitaire, et notamment au Proche-Orient, jouait un rôle important dans la politique étrangère britannique. Qu'en est-il aujourd'hui? Et là, cela fait un petit peu écho au débat français. Et puis surtout, dans quelle mesure la Grande-Bretagne peut s'adapter à une Russie revancharde, mais également d'autres puissances qui sont plus ou moins bénignes. On pense notamment à l'Inde et à la Chine qui ont des attitudes différentes. Enfin, dans les grands débats stratégiques auxquels j'ai été associé, finalement, il y avait 4 grands piliers de la discussion, 4 grands thèmes de réflexion. D'abord, ceci d'ailleurs fait écho à ce que d'autres partenaires retrouvent dans leur propre pays. Quelque chose qu'on a vu notamment partout dans le monde occidental, et pas simplement dans l'Occident, mais parmi les alliés, notamment dans l'Indo-Pacifique, une convergence d'analyse, une convergence d'évaluation des menaces en cours, des grands enjeux. Et il y a donc 4 grandes tendances qui façonnent l'ordre international. Première grande tendance, les évolutions géopolitiques et géoéconomiques du simple fait des rapports de force où le déplacement se fait de la zone euro-atlantique pour se retrouver vers l'Indo-Pacifique, et ceci mesure simplement la puissance militaire et économique, mais également quelques anomalies dans les G20. Vous avez la montée de certains pays tels que l'Arabie saoudite qui ont développé leurs propres investissements, notamment militaires, une concurrence systémique. Et là, le mot systémique est choisi soigneusement. On n'a pas repris l'expression américaine qui parle de grande puissance. La concurrence non pas entre grandes puissances, mais systémique, c'est-à-dire entre des systèmes de gouvernement, mais également système technologique, système économique, avec une composante géopolitique dont il sera question plus tard, et puis une évolution technologique rapide. Le Royaume-Uni d'ailleurs et la France ont beaucoup travaillé, notamment sur la sécurité, la réglementation de l'intelligence artificielle, et cela s'intègre, c'est la partie de cette discussion qui évolue le plus rapidement, notamment pour les questions de sécurité, mais également les grands enjeux transnationaux. Et alors là, c'est quelque chose dans la stratégie de sécurité nationale américaine. On parle du changement climatique, des migrations, et de la criminalité transnationale et liée aux nouvelles technologies. Il y a de nombreux enjeux, de nombreux problèmes, mais le véritable enjeu, c'est de pouvoir allouer des ressources pour chacun des grands problèmes. L'élément géopolitique semble tellement précis, c'est-à-dire que chacun doit s'interroger pour savoir si nous mettons suffisamment d'accent sur l'aspect transnational de ces problèmes. En tout cas, c'est ici l'image générale. Et 2 grandes stratégies ont été élaborées. La première en mars 2021. Le contexte, je crois que c'était le mois mars 2021, la fin des négociations des accords de libre-échange entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qui avaient du mal à définir leurs futures relations. Vous aviez une augmentation des dépenses au titre de la défense post-guerre froide, la fusion entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'aide extérieure et du développement extérieur. C'était l'année, donc, la première politique étrangère britannique post-Brexit et une période donc très active pour la politique étrangère britannique. Alors, ici, vous avez, si vous voulez, les grands piliers de la réflexion. Alors, le soft power, c'est-à-dire le pouvoir de persuasion plutôt que de contrainte. Alors, c'est difficile de mesurer le soft power, en fait. Mais il y a des éléments qui nous permettent de l'évaluer. Et là, on est au cœur de cela. Il y a une superpuissance du soft power en défense et en sécurité. Évidemment, disons que la puissance militaire se développe avec un budget qui se développe lui aussi. Mais on voit d'ailleurs dans la presse britannique qu'il y a une réflexion sur la dépense ou le titre de la défense qui pose problème aussi bien d'ailleurs en France qu'au Royaume-Uni. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, la science et la technologie et les avantages stratégiques en science et la technologie deviennent un objectif de sécurité fondamental. En fait, pas simplement fondamental, c'est le premier objectif de sécurité nationale de détenir l'avantage sur le plan technologique
et scientifique. Et là, c'est vraiment un tournant puisque il y avait des priorités différentes. Mais là, aussi bien pour des raisons économiques que militaires, la question se pose. Et puis, à partir de là, vous avez un cadre stratégique qui s'appuie sur 4 piliers. Là, on essaie d'avoir une grande stratégie pour la Grande-Bretagne dans les années 20. Le premier objectif de la stratégie britannique est de maintenir un avantage stratégique grâce justement à la science et la technologie. Deuxième grand objectif de la stratégie britannique, la grande stratégie, c'est de partager ou de donner forme plutôt à l'ordre international de l'avenir. C'est-à-dire que voir ce que sont les menaces à l'ordre libéral international. Et là, il y a une démarche plus, volontariste, notamment lorsqu'il y a des enjeux pour la Grande-Bretagne sur la sécurité de l'intelligence artificielle, sur les télécommunications, sur l'espace. Et là, l'idée, c'est de donner forme à l'ordre international. C'est une démarche peut-être plus modeste. La modestie n'est pas toujours le fort des Britanniques. Ensuite, renforcer la sécurité et la défense aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Et là, on pense au déplacement vers le Pacifique. Ici, noir sur blanc, on dit que l'OTAN et que la sécurité euro-atlantique resteront de loin l'accent fondamental de la sécurité et de la défense britannique. Ceci est écrit noir sur blanc. On a quelquefois tendance à l'oublier. Et puis enfin, cette notion de résilience. Et là, je sais qu'on en parle beaucoup également en France. Renforcer la résilience aussi bien au pays qu'à l'étranger. Alors, je vais sauter quelques diapos pour arriver à la conclusion de mon propos. En 2023, nous avons ajouté à cette Integrated Review, une révision de cette stratégie qui, à part mes propres échecs, peut-être en 2021, mais disons peut-être le fait que l'ordre international avait connu de nouveaux enjeux, de nouveaux défis géopolitiques qui étaient une source de préoccupation et dans la classe politique, chacun s'en préoccupait. Donc une révision avec un nouveau Premier ministre de cette revue intégrée qui est à la fois plus modeste dans sa démarche, mais qui relève le fait que les 4 grandes tendances qui ont été identifiées se sont amplifiées et posent de plus en plus de menaces. Donc, le budget s'intéressait notamment à l'entreprise nucléaire et à l'arsenal, parce que dans un problème de la défense en Europe, d'ailleurs on pourra en parler pendant nos échanges, vous avez cet engagement d'atteindre 2,5% du budget alloué à la défense, même s'il n'y avait pas de montant fixé, mais cette question reste d'actualité. Et puis vous avez des capacités de faire face à la Chine, aux menaces, ou en tout cas aux enjeux que pose la présence chinoise, et notamment tout ce qui touche à la sécurité sur le plan économique. 2 observations pour conclure. Ce fut une période très active de la politique étrangère britannique depuis 2019, active, voire activiste, volontariste. Je citerai quelques exemples. On dit souvent, et on le disait lorsque j'ai commencé à conseiller le gouvernement en 2019, pourquoi ne pouvons-nous pas plus ressembler aux Français et être plus militants, plus proactifs. Si j'avais pu avoir mon mot à dire à l'époque, j'aurais dit que nous avons fait un peu comme les Français sur certains enjeux, une période donc volontarisme. Mais deuxième point fort, et en particulier pour le Royaume-Uni, il y avait dans une large mesure un consensus bipartisan autour de la politique et des positions de foraine étrangère. Ceci, quand même, détermine dans une large mesure la grande politique lorsqu'il n'y a pas de division domestique, division intérieure. Il y a l'exemple de la guerre d'Ukraine qui est plutôt consensuelle. Et puis la propre expérience qui permettra d'éclairer un peu cette discussion, mais nous permettra également de voir comment les efforts en matière de politique étrangère pourraient être conduits à l'avenir. D'abord, dans ces grands moments stratégiques, dans ces moments de grande stratégie, il faut tenir compte de l'importance de la planification. Les économies capitalistes libérales ont beaucoup de mal avec la planification, avec les économies planifiées. Mais les enseignements, notamment de la période de l'entre-deux-guerres et la deuxième moitié du dernier siècle, nous montrent qu'il est important de savoir planifier et de se voir surtout contre ou en concurrence avec les pays qui n'ont pas les mêmes valeurs. La planification, la prévision est un élément essentiel d'une grande stratégie. On a du mal à le faire, on a du mal à planifier, on est probablement
au pied de la colline, mais c'est un chemin que nous allons faire. J'étais déjà à Paris il y a 2 semaines pour le sommet tenu par le président Macron, et je vois qu'un peu partout en Europe, cette notion de grande stratégie, de planification a retrouvé toute sa raison d'être. On ne peut pas simplement se contenter de gérer le risque au quotidien. Il y a une concurrence à une échelle mondiale. Et puis ensuite, dans cette concurrence mondiale, les partenariats, parce que là, c'était souvent une cause de division. La Grande-Bretagne a affirmé l'importance des alliances, mais vous aviez certaines alliances, certains partenariats qui ont été difficiles, et je ne m'en cache pas, je n'en dirai pas plus, mais enfin, vous savez que certaines relations ont pu poser problème, certaines relations ont été brûlantes pour ce qui était de leur profondeur, pour ce qui est de leur engagement, mais il faut voir que lorsqu'on évolue vers des relations plus qualitatives, plus profondes dans les partenariats, en faisant intervenir la technologie, les échanges, le développement industriel et militaire, la relation anglo-française fait notamment intervenir l'arme et la technologie nucléaire. Donc une évolution ici dans les alliances et une réflexion pour conclure, la planification dans les grandes stratégies, même si elle est difficile, est essentielle. Et deuxièmement, si nous devions faire usage des 10 prochaines années de manière fructueuse, comparant la situation à la période de 1904 à 1914, nous cherchions à l'époque des alliés, des partenaires, des alliés contre le risque de la guerre, et on s'est planté. Mais il y aurait une autre issue plus heureuse. Réimaginons, repensons la façon dont nous sommes capables de mobiliser des ressources lorsque nous avions une moindre part des ressources mondiales, la façon dont on peut co-créer dans les domaines de la concurrence, dans les domaines de concurrence stratégique. Si nous conjuguons nos efforts, alors nous pourrons peut-être célébrer quelque chose cette année lors du 120e anniversaire de l'entente cordiale, un succès dans l'art de conduire les affaires d'État, la diplomatie, la sécurité, pour éviter certaines des formes les plus déprimantes des prévisions qui nous sont assénées. Je vous remercie.